Bonsoir et bienvenue pour ce 23h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce mercredi à Kigali. Il va prendre part vendredi à la remise du prix Mo Ibrahim à l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance effectue une tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, une manière de prévenir la corruption qui peut constituer une entrave à la croissance et au développement d'un pays. Au Nigeria, 2 prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans une église. L'attaque est attribuée à des éleveurs dans le centre du pays, en proie à des affrontements communautaires depuis plusieurs mois. Merci de suivre cette demi-heure d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Kigali. Il va assister vendredi dans la capitale rwandaise à la remise du prix Mo Ibrahim à la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le chef de l'État va également s'entretenir avec le président du Rwanda, Paul Kagame. Viviane Aimé. Après un séjour d'une semaine en France, au cours duquel il a eu un entretien avec le président de la République française, Emmanuel Macron, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a quitté la France ce mercredi pour se rendre à Kigali, la capitale du Rwanda, où il est arrivé en début de soirée. Il a été accueilli à son arrivée par la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Le président de la République assistera à la remise du prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence qui sera décerné ce vendredi 27 avril au cours d'une grande cérémonie à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, sur qui s'est porté le choix de la fondation Mo Ibrahim pour l'édition 2018 de son prix. L'ex-président du Libéria est distingué pour sa capacité à redresser son pays ravagé par des années de guerre civile. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera aux côtés de plusieurs autres chefs d'État de la sous-région pour marquer leur solidarité à ce bel hommage qui sera rendu à l'ancienne présidente du Libéria. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a d'ailleurs pas manqué de relever les très bonnes relations qu'il a entretenues avec Ellen Johnson Sirleaf tout au long de sa présidence à la tête de son pays. Ellen Johnson Sirleaf a été une femme formidable à la tête du Libéria, notre voisin. Et je dois vous dire que je tenais à faire ce déplacement. Et pour le président Kagame et pour Ellen Johnson Sirleaf, la Côte d'Ivoire est en paix, le Libéria est en paix. Je pense que les décisions que nous avons prises ensemble ont contribué à renforcer la paix et la stabilité dans cette sous-région et également dans les deux pays. Donc je suis très heureux aussi de rencontrer mon ami Mo Ibrahim et le remercier pour ce prix qu'il a instauré. Au cours de son séjour, le président de la République s'entretiendra en outre avec son homologue du Rwanda, Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Je réitère toute mon amitié et toute l'admiration que j'ai pour le président Kagame, la transformation qu'il a faite de son pays et également toute la stabilité que nous avons ici dans cette sous-région. Il y a également le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Donc ce sera une occasion d'avoir un tour d'horizon sur les questions relatives au continent et les questions internationales, parce que la Côte d'Ivoire est au Conseil de sécurité cette année, l'annelle prochaine, et nous avons besoin donc de prendre un peu ses conseils par rapport à sa vision sur quelle doit être la position de l'Afrique au Conseil de sécurité. Après l'aéroport, le président de la République s'est rendu à son lieu de résidence. L'attendait une délégation de la petite communauté d'Ivoiriens vivant au Rwanda venue lui souhaiter l'aquaba à l'Ivoirienne. Ce séjour du président de la République à Kigali est le dernier acte d'une tournée qui l'a conduit au préalable au Koweït, puis en France. Rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part vendredi à Kigali à la remise du prix Mo Ibrahim à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf.
Une délégation de la ville de Yokohama au Japon, forte de 25 personnes, a échangé hier avec le gouverneur Begrimambe. La rencontre tenue à l'hôtel du district vient renforcer la coopération entre Abidjan et Yokohama. Olivier Iriebi, Aboussanougou. La Côte d'Ivoire et le Japon s'engagent à renforcer la coopération décentralisée. Après la signature de proclamation d'échange et de coopération entre le district d'Abidjan et la deuxième ville japonaise Yokohama, une délégation d'experts et de techniciens japonais a été reçue par le ministre-gouverneur Robert Begrimambe. La mission terre ivoirienne vient concrétiser les échanges entre les deux entités. Le district d'Abidjan et la ville de Yokohama s'engagent ainsi à partager leurs expériences dans divers domaines, notamment dans les secteurs de l'environnement, de l'éducation, du transport urbain et la promotion des échanges culturels. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, cette coopération va permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'infrastructures modernes. Et cette coopération s'inscrira dans 4 volets essentiels. Le premier volet, la gestion des ordures ménagères. Le deuxième volet, c'est la gestion du trafic. Le troisième volet, l'adduction d'eau en Abidjan. Il y a un quatrième volet qui est celui de la coopération entre les écoles primaires afin d'amener les jeunes à se connaître. Nous sommes en train de faire des évaluations. Nous n'avons pas fini de discuter avec les financiers. Ce sera un partenariat. Et nous apportons nos compétences, ils apportent le financement, on gère ensemble. Le chef de la délégation japonaise a pour sa part exprimé la disponibilité de sa commune à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses différents chantiers. Comme la ville grandit, il y a toujours des problèmes urbains à résoudre. Nous sommes sûrs que nous pouvons partager avec vous notre savoir-faire. Et c'est un réel plaisir de collaborer avec vous pour encore le développement de Abidjan. Pour rappel, c'est en septembre 2017 qu'une délégation ivoirienne conduite par le ministre-gouverneur Robert Begrimambe a effectué une mission dans la ville de Yokohama au Japon, laquelle mission a favorisé la signature du partenariat entre les deux villes. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance sillonne l'intérieur du pays. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption, un enjeu majeur pour les États. Kwadio Kwame. Face au corps préfectoral et aux élus des régions de l'Ifu, du Nzi et du Moronou, l'occasion était tout indiquée pour faire le point et partager avec les participants la situation actuelle de la gouvernance et de la corruption en Côte d'Ivoire, de décliner les orientations stratégiques adoptées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans sa mission de prévention et de lutte contre ce fléau. Notre pays est passé de 53 points sur 100 en 2016 à 54,2 sur 100 en 2017. Notre pays est passé de 136e place en 2013 à la 103e place en 2017, soit un gain de 33 places. Tous les indicateurs d'appréciation de la gouvernance retenus par le Millennium Challenge Corporation, MCC, sont passés du rouge au vert au cours de la période 2011-2016. La lutte contre la corruption et des infractions assimilées est un enjeu majeur pour les États modernes et modèles. Un état de fait qui entrave la croissance, réduit la productivité et ralentit l'investissement. Un obstacle donc au développement. Faire en sorte que ceux qui nous regardent, les populations, puissent savoir que ceux qui les dirigent ont des valeurs. Ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques, la corruption, il faut avoir le courage de les punir de manière exemplaire. Le comité local de lutte contre la corruption a été installé, présidé par le préfet de Daoukro. Après le corps préfectoral et les élus, la population a à son tour été sensibilisée. Nous nous engageons ce matin à lutter contre cette corruption afin de faire avancer notre pays. C'est l'ordonnance numéro 2013-661 du 20 septembre 2013 qui fixe les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Elle s'articule autour des 4 piliers essentiels: la transparence, la responsabilité, la sensibilisation et la répression.
Avant de poursuivre, sachez que dans le cadre de l'affaire des 2000 véhicules de luxe non déclarés, le directeur général du guichet unique automobile a été mis aux arrêts pour des soupçons de fraude au niveau du dédouanement de ces véhicules de luxe. Il s'agit surtout d'en savoir davantage sur cette affaire qui défraie la chronique. Ces révélations émanent du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Nous y reviendrons. Dans la page politique de cette édition, la présidente du Rassemblement des Républicains, Henriette Dagri-Diabaté, a procédé au lancement officiel de la carte du militant. Ce document sera utile pour participer au 4e congrès extraordinaire du parti prévu dans 10 jours. Il permettra également aux militants du RDR de prendre part aux activités majeures de leur formation politique. Moussa Konaté. Henriette Dagri-Diabaté remplit la fiche individuelle du renseignement. Ensuite, elle se soumet à la séance photo. Après ces étapes, elle a en main sa carte de militant du RDR. La présidente du Rassemblement des Républicains donne ainsi le top départ de l'opération carte de militant. L'acquisition de la carte de militant est un acte de première importance. Elle matérialise l'adhésion aux idéaux, aux projets de société, ainsi qu'à la ligne politique adoptée par le parti. Il ne s'agit pas d'une action anodine, et c'est un véritable lien qui se tisse entre le parti et les militants. J'exhorte donc tous les militants à s'impliquer à tous les niveaux afin que cette opération soit un succès. Alors, moi, j'ai pris ma carte. À chacun de prendre la sienne. À sa suite, plusieurs cadres du parti imitent le même geste pour obtenir le document. La carte de militant est obligatoire et exigée pour le 4e congrès extraordinaire du RDR, prévu le 5 mai prochain. Le secrétariat général adjoint du RDR chargé des mines, des énergies et de la protection civile mène des réflexions sur la politique ivoirienne en matière des mines, des énergies et de la protection civile. C'est en présence de la secrétaire générale du parti, Kandia Camara. Il s'agit pour les participants de faire le bilan et de dégager des perspectives en vue d'apporter des solutions aux attentes des populations. Kader Sogodougou. La politique ivoirienne en matière des mines, des énergies et de la protection civile, bilan et perspectives. C'est autour de ce thème que les membres du secrétariat général adjoint du RDR chargé de ces secteurs réfléchissent. Il s'agit surtout de faire le point de ce qui a été fait afin d'avoir une idée nette des efforts à consentir. Il s'agira de faire le diagnostic des différentes politiques et actions menées dans les secteurs cités plus haut, de faire l'étude comparative par rapport donc aux pays de la sous-région en termes de coût de l'électricité aux usagers, d'expliquer de façon scientifique et claire les promesses non réalisées, de proposer des solutions ainsi qu'un plan d'action pour s'assurer de la mise en œuvre des promesses avant 2020. L'initiative rencontre l'adhésion pleine et totale du secrétariat général du RDR. C'est important que le parti ait l'état des lieux en ce qui concerne ces différents secteurs, parce que ce sont des secteurs vitaux pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Ces travaux vont durer 2 jours, au bout desquels des résolutions sous forme de recommandations seront faites au gouvernement. L'UPC, Union pour la Côte d'Ivoire, va tenir son 2e congrès extraordinaire le samedi 28 avril prochain au Palais de la Culture à Trècheville. Ce sera l'occasion pour ce parti de donner sa position sur la question du parti unifié au sein du RHDP dont il est membre. Olivier Iriebi, Aboussanougou. La question du parti unifié, en vue de donner sa position sur le sujet, l'Union pour la Côte d'Ivoire, l'UPC, a décidé de se référer à un congrès extraordinaire. Le bureau politique de notre parti a décidé, en application des dispositions de l'article 29 des statuts du parti, de convoquer un congrès extraordinaire. La question de l'adhésion de l'UPC au parti unifié dénommé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix relève exclusivement du Congrès. Selon le président du comité d'organisation, plus de 1500 personnes sont attendues à ce congrès
Pour réussir le pari de la mobilisation, les différents délégués du parti sont à pied d'œuvre pour préparer les militants et sympathisants. Le PDCI-RDA est à la reconquête de ses militants dans le nord du pays à l'occasion de la rentrée politique du comité départemental de Koro 2. Une délégation conduite par le vice-président Bakayoko Ladji était à Boko dans le département de Koro. Elle a échangé avec les militants qui ont réaffirmé leur attachement au président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Eugène Atoubi. L'image rappelle les moments chauds de campagne des candidats du PDC-RDA aux différents postes électifs dans les localités de la région du Bafing. Conduite par une colonne de motocyclistes, la délégation de la direction de ce parti arrive à Boko. L'accueil est triomphal. Les militants enthousiastes, unis et mobilisés donnent le ton pour la défense et l'illustration du PDC-RDA dans une région où les responsables locaux de ce parti œuvrent pour son repositionnement. Bakayoko Lagui Sagidiba, vice-président du PDC-RDA, chef de la délégation, s'est fait une idée plus précise de la force de son parti dans la commune de Boko, une commune acquise à la cause du RHDP. Mais le PDC-RDA, durablement établi dans cette localité avec 80 comités de base et de section, ne détient aucun poste électif. Une configuration politique que le PDC-RDA veut équilibrer par un travail de terrain dans l'union et la cohésion. 4 nouvelles sections ont été créées et les responsables investis, munis chacun d'une feuille de route. Ils ont été appelés à l'union et la cohésion pour réussir leur mission. Les militants du PDC-RDA de Boko ont bénéficié du soutien de leurs alliés du RDR avec lesquels ils forment le RHDP. La rentrée politique de la délégation communale PDC-RDA de Koro annonce les grandes actions pour glaner le maximum de voix et obtenir la majorité des suffrages aux prochaines élections. Nous changeons de registre avec le 13e Salon international de l'agriculture du Maroc. L'événement a démarré hier à Meknès. La Côte d'Ivoire fait partie des 67 pays qui participent au SIAM 2018. L'accent est mis cette année sur la logistique et son rôle dans la dynamisation du marché agricole. On fait le point avec notre envoyé spécial au Maroc, Noël Niagnou. Le SIAM, la grande ferme du Maroc, a ouvert ses portes pour 6 jours avec comme capitale Meknès. Cela depuis l'avènement de ce rendez-vous annuel du monde agricole marocain il y a 13 ans. Le prince héritier Moulay Hassan est venu ce mardi 24 avril marquer de son sceau le top départ des rencontres des agriculteurs du Maroc et du monde. Ces acteurs nationaux et internationaux vont parler agriculture, échanger leur savoir et leur savoir-faire, présenter les dernières innovations dans les domaines de l'agriculture, des ressources animales, sans oublier les équipements. 67 pays sont présents à ce carrefour du donner et du recevoir. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire avec ses identités remarquables. Le cacao, le café, l'anacade. Associons les produits du terroir, la nouvelle expression de la visibilité de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire. Ils sont 1400 exposants, dont 300 internationaux, à se partager les 18 hectares de l'espace dédié au salon. Thème de cette 13e édition, la logistique et son rôle dans la dynamisation du marché agricole. C'est le lieu de souligner le choix judicieux du Maroc et de la Côte d'Ivoire de signer en 2015 une convention sur la mise en place d'une plateforme logistique. Nous avons accepté et accueilli avec beaucoup de bonheur la proposition du Royaume du Maroc de réaliser une plateforme logistique de manière à pouvoir emmener les fruits et légumes du Maroc sur le marché ouest-africain via Abidjan à des conditions de température maîtrisées. En retour, les fruits et légumes de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, notamment les mangues, peuvent accéder au port de Tanger et accéder à partir du port de Tanger au marché du Moyen et du Proche-Orient que nous n'avons pas encore exploré. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont signé un avenant à cette convention en marge de ce SIAM, comme pour traduire la ferme volonté des deux parties à voir la réalisation de cette plateforme de commercialisation des fruits et légumes d'Abidjan. Cet avenant proroge de 3 ans la convention signée en 2015, qui expirait en 2018. L'avenant indique également qu'il revient à la société Tanger Med, société de droit marocain spécialisée en la matière, d'aménager, de développer et de gérer
cette plateforme logistique, une fois réalisée, est mise en œuvre. Les commerçants sont de retour sur l'autoroute du Nord en dépit de l'injonction faite par les autorités de déguerpir les lieux. Comment expliquer la persistance de ces marchés itinérants le long de la route express? Élément de réponse dans le retour des marchés itinérants le long de l'autoroute, un dossier proposé par Eugène Atoubi. En partance pour Abidjan ou de retour, sur l'autoroute du Nord, de nombreux automobilistes s'autorisent une escale à l'entrée ou à la sortie de certains villages que traverse cette voie express à grande circulation. Une fois pied à terre, ils s'empressent de faire quelques achats. Question de temps. Produits du terroir, vivriers, viande de brousse, de la nourriture même. Mais vraiment rien de spécial qu'on ne trouve ailleurs. Et pourtant, c'est chez tous ces acheteurs itinérants rencontrés à Moronou toujours le même plaisir, quoique les motivations soient différentes. En tout cas, avant, on trouvait un peu facile les bananes sur la route, un peu moins cher, mais aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué. Aujourd'hui, tu arrives, on te place 2 régimes de bananes à 2500 à 5000. Mais on va faire comment? On est obligé d'amener un peu la nourriture à la maison, donc on fait avec. En réalité, le prix ne compte pas. C'est bien frais. Ça vient du champ, bord champ quoi. C'est pourquoi on aime acheter ici. Sinon, il y en a à Abidjan. Parmi les acheteurs, il y a les occasionnels. Il y a surtout les habitués, ceux qui ne peuvent emprunter l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Abidjan sans faire leurs provisions à plusieurs endroits au cours de leur voyage. Avec les vendeuses, ils ont même tissé des rapports particuliers au point où leur acte d'achat est comme un rituel. Le ton du marchandage est familier et l'ambiance est toujours conviviale, dans une atmosphère où chaque partie y va de son argumentation pour convaincre l'autre. Mais en définitive, chacun y trouve son compte. Non, moi personnellement, je ne sais pas si c'est devenu une habitude pour moi, mais je ne peux pas faire un voyage sans prendre quelque chose sur la route, même quand c'est cher. Là, à Béoumi, j'ai fait achat de près de 100 000 francs de poissons et je vais partager avec des collègues, la famille. En tout cas, ça me réjouit quoi, quand je fais ça. Elles sont discrètes, mais toujours présentes le long de l'autoroute du Nord, les vendeuses de produits vivriers. Invitées pourtant à quitter leurs différents sites de vente pour une question de sécurité. Depuis la fin des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro. Mais chasser le naturel et il revient au galop. Comme des poches de résistance, ces femmes sont bien là, commerçant tranquillement avec les automobilistes et les usagers de passage. Si elles comprennent la décision du gouvernement, elles regrettent et souffrent de voir que leur activité principale s'en trouve affectée. Nous sommes au village, on n'a pas l'argent. Si on ne vient pas se débrouiller au bord de la route, même si on a fait le champ, qu'on ne coupe pas banane de nos champs pour venir vendre là, c'est problème. Donc nos souhaits est que vraiment le temps n'a qu'à voir nos situations. S'il veut, il n'a qu'à chercher une place pour nous spécialement. On va s'asseoir dedans pour vendre nos marchandises parce qu'on ne peut pas quitter au bord de la route parce que c'est de ça on vit. Avoir tous ces véhicules roulés à vive allure sur l'autoroute, il y a de quoi craindre pour la sécurité des vendeuses. Installées le long de cette route, non loin de la chaussée pour la plupart d'entre elles. Quand on leur pose la question pour comprendre, elles répondent que c'est pour une meilleure visibilité, oubliant du coup qu'elles s'exposent au danger. Pour l'heure, ces vendeuses bénéficient d'un répit, comme celle de Moronou, qui partagent leur quotidien avec les conducteurs de mototaxis qui, eux, tirent grand profit de cette activité. Depuis 2014, j'ai commencé à faire mototaxi. Bon, souvent ça marche pas. C'est comme toute activité, il y a de bons rendements. En général, ce sont les femmes qui achètent de la banane. Après, les parents qui viennent d'Abidjan, quand ils arrivent, ils m'appellent et ils viennent les chercher. On a un seul cas actuellement, le cas est gâté, donc on prend les motos pour partir chez nous. Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro a favorisé l'activité de mototaxi à Moronou, comme dans plusieurs localités que traverse cette route. Ironie de l'histoire, le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro a conduit l'activité de vendeuse de vivriers vers sa disparition. Une situation que supportent mal les femmes de cette localité
qui partagent cet ouvrage. L'espoir qu'elles ont entretenu pendant toutes les années qu'a duré sa construction s'est mué aujourd'hui en désillusion. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mercredi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Thème choisi cette année, prêt à vaincre le paludisme. La Côte d'Ivoire a fait en 5 ans d'énormes progrès dû à une bonne stratégie gouvernementale appuyée par ses partenaires. Mais cela se heurte à quelques incompréhensions de la part des populations. Franck Ouadiou. En matière de paludisme, les pays fortement touchés sont classés de 1 à 15. Classée 5e en 2010, la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui la 12e place selon le rapport 2017 de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. De 4400 décès en 2016, on est passé à 3200 en 2017. Des résultats encourageants à mettre à l'actif des stratégies développées par le gouvernement ivoirien depuis quelques années maintenant. L'État de Côte d'Ivoire, pour permettre à toute personne d'avoir accès au traitement partout où la population se trouve, la Côte d'Ivoire a choisi de donner ce traitement-là gratuitement. On vient de distribuer gratuitement 15 millions de moustiquaires à la population de Côte d'Ivoire. La performance de la distribution est de 96% et la possession aujourd'hui par les ménages de 93%. Donc c'est-à-dire aujourd'hui il y a la disponibilité de Bilda. Gratuité des soins, distribution gratuite de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, deux actions majeures amplifiées par plusieurs autres méthodes comme la PECADOM, la prise en charge à domicile et les audiences foraines. En plus des activités que nous menons, des activités de santé que nous menons dans nos structures de santé, nous allons maintenant, depuis 2016, dans la population, dans les quartiers précaires qui n'ont pas de centre de santé, pour capter la population qui souffre, pour tous les maux. Mais nous axons nos activités sur le paludisme. Autant d'activités qui ont permis à la Côte d'Ivoire de faire un bond qualitatif dans la lutte contre la malaria. Une performance qui serait plus remarquable si les stratégies ne rencontraient pas certains problèmes, car malgré l'atteinte de la couverture universelle avec la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnés en 2017, leur utilisation n'est pas toujours effective. Premièrement, j'utilisais la moustiquaire imprégnée. Mais récemment, ce qu'ils viennent de distribuer là, sincèrement, les enfants ont refusé de dormir en dessous sous prétexte qu'il fait chaud. Si les autorités rassurent sur la nécessité de l'utilisation de la moustiquaire, elles devraient encore faire face à d'autres préoccupations récurrentes, notamment la complication des cas du paludisme et la gratuité toujours incomprise des populations. On nous dit que c'est gratuit, mais quand on va, on nous fait payer. D'abord, on te fait payer un carnet, on te fait payer un thermomètre. Quand tu finis ça, les frais, c'est seulement... Quand on finit, on nous donne des ordonnances qu'on a oublié de payer dans les hôpitaux où tu allais être traité. Le paludisme est pris en charge gratuitement. Quand c'est diagnostiqué, je précise, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Dès que le diagnostic est posé, le reste, évidemment, c'est gratuit. La prise en charge du paludisme simple en Côte d'Ivoire est totalement gratuite. Et le gouvernement y tient fermement, lui qui entend éradiquer cette maladie d'ici à 2030 avec l'appui de ses partenaires. Faisons à présent le point de l'actualité internationale. Rendons-nous tout d'abord au Nigeria, où 2 prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église. Olivier Iriebi, Abou Sanougou. Dans le diocèse de Markoudi au centre du Nigeria, 2 prêtres et 16 fidèles ont été tués hier mardi dans l'attaque d'une église par des hommes armés. Les assaillants ont fait irruption dans l'église lors d'une cérémonie funéraire dans le village de Mbalom, dans l'état de Benue, dans l'est du Nigeria. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque serait liée au conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du Nigeria. 7 chefs d'État étaient réunis à Luanda, la capitale angolaise, pour le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe, qui s'est achevé hier mardi. Les différentes crises politiques et électorales en cours dans les pays comme Madagascar, le Lesotho et la République démocratique du Congo étaient les principaux sujets évoqués à ce rendez-vous. Dans son communiqué final, le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe appelle au calme et à la retenue à Madagascar. L'ex-président mozambicain Joaquim Chissano a été désigné par ses pairs
pour faciliter un dialogue national en vue de dégager un consensus. La liberté de la presse s'est encore dégradée dans le monde l'an dernier et le climat de haine à l'encontre des journalistes qui se développent, notamment en Europe et aux États-Unis, menace les démocraties. Dans son rapport annuel publié ce mercredi 25 avril, l'ONG Reporters sans frontières dit s'inquiéter de la liberté de la presse dans le monde. Selon elle, le climat de la haine à l'encontre des journalistes se développe de plus en plus en Europe et aux États-Unis. À en croire son rapport, 21 pays sont désormais placés en situation très grave. Un nouveau record. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.